Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi, Eh bien, bonjour, bienvenue à tous, madame, messieurs, c'est la revue des grandes unes et c'est la avant-dernière édition de la semaine puisque nous sommes jeudi. Dans les kiosques ce matin, la presse est disponible, le journal La Nouvelle Expression parle bien entendu de Monseigneur Samuel Kleda qui veut éviter une crise post-électorale, c'est le grand titre du journal. Lors de la conférence de presse donnée mardi dernier, l'archevêque de Douala et président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun a appelé les acteurs politiques à se parler pour trouver une solution et éviter notamment des violences meurtrières au peuple camerounais. C'est en page 8 du journal. On parle également de remaniement avec des membres du gouvernement en ballottage. À l'issue de l'élection du 7 octobre dernier, le RDPC conserve la magistrature suprême. Toutefois, le verdict des urnes, si l'on s'en tient donc aux chiffres officiels, devrait avoir des conséquences pour certains membres du gouvernement et de l'administration publique. En page 9, le journal parle aussi de la crise anglophone, le marché central de Douala en difficulté, selon le coordonnateur de ce marché de la capitale économique du Cameroun. Cette crise a réussi donc à plomber les activités des commerçants de cet espace marchand. On peut lire tout cela en page 3 et on parle également de la CAN avec les U23. On convoque 35 joueurs chômeurs. Le nouvel entraîneur des Lions, Espoir, a donc dévoilé sa première liste constituée de joueurs locaux non compétitifs depuis au moins 3 mois. C'est ce que dit le journal ce matin, La Nouvelle Expression, qui est dans les kiosques également, tout comme bien d'autres tabloïds que je vous invite à lire. Dans le journal, dans les journaux, donc les informations, je veux dire, donc parlant notamment du quotidien de l'économie qui parle d'accompagnement avec les organisations internationales au secours des start-up. Donc à lire aussi dans le même dossier ce matin, en parlant également de cette manifestation aussi, manifestation publique. Mauvais temps pour les partis politiques de l'opposition. Maurice Kamto, bien entendu, Cabral Libi, qui subissent en tout cas les affres ou les atrocités même des forces de sécurité à la suite de multiples conférences annoncées qui ne se tiennent presque pas. C'est ce que dit également le journal. C'est tout un dossier à lire dans le numéro du quotidien de l'économie de ce matin. Et puis le journal La Météo qui est dans les kiosques parle de présidentielle. C'est la météo sport parlant de Paul Biya qui stoppe le pénalty de Kamto. C'est le grand titre du journal avec des photos que vous aurez donc à découvrir aussi qui sont un peu amusantes mais quand même des photos qui sont là, qui reflète l'idée du journal. Le journal Mutation parle du septennat du 2018-2025. Que fera-t-il de son mandat? C'est une question ce matin. Le journal fait savoir que, bien entendu, à 85 ans, dont 36 ans au pouvoir, Paul Biya bénéficie à nouveau de la confiance du peuple. Donc les défis à relever sont nombreux dans la course contre la montre qui s'impose à lui finalement. Donc des réactions des acteurs politiques et même de la société civile et même des milieux d'affaires aussi à découvrir dans le dossier ce matin, le dossier qui est disponible de la page 7 à la page 9 et d'autres informations également. Donc parlant de Douala, la vie après l'incendie de Bessenguer, comment vivent ces populations, c'est la question également. Et je vous invite à lire l'article dans le journal de ce jour. Le quotidien du jour parle donc d'après la débâcle de la présidentielle. Le social-démocratique Front peut-il se... Une question, enquête au sein du parti au lendemain du rendez-vous manqué du 7 octobre dernier. Donc à lire dans le journal en page 4. Le journal parle également de l'éducation, des livres au programme toujours absents. Et aussi on parle d'une conférence de presse de Cabral Libi interdite du côté de Yaoundé. Voilà ce que la presse nous propose ce matin pour commenter des sujets. Et vous aurez aussi, je vous donne l'occasion d'aller lire Émergence, qui est dans les kiosques qui parlent du septennat, les grands défis que devra donc relever Paul Biya. C'est dans le même journal, disponible ce matin. D'autres informations. Camille, bonjour. Bonjour Fabien Valodongo, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision et bonjour à Albert Zongang qui est revenu à la circulation. Il était pendant la période chaude. Il se dit qu'il était parti se mettre en sécurité dans la forêt sacrée de Bawang. Or, depuis hier, on l'a revu aller dans son bureau, vaquer à ses occupations. Non, il est revenu. Le conseiller stratégique de l'NRC est là, est bien là. Amusant par exemple. En tout cas.
Après, on l'a entendu, en tout cas, scléroné, en disant qu'il était menacé également. Bonjour. Bonjour Flavien et bonjour aux nombreux téléspectateurs qui chaque jour croissent et qui prennent le même plaisir à regarder la revue de Une. Moi, je voudrais avoir, pour aller dans la même lancée que le doyen, puisqu'il parlait de Bawa, j'ai envie ce matin d'avoir une pensée pour les chefs traditionnels de l'Ouest. Cameroun pour dire mon indignation. Vous avez vu comme la levée de bois vert ces jours-ci qu'il y a contre certains chefs traditionnels de l'Ouest, notamment le chef Baham, qui est vilipendé, qui est sévèrement critiqué par ces populations. Je voudrais ici dire mon inconfort au regard des rapports incestueux que les chefferies entretiennent avec le politique. On est en train là d'assister à une véritable désacralisation de nos chaufferies traditionnelles de l'Ouest Cameroun. C'est un mauvais signal, ce n'est pas très agréable pour la préservation des traditions et des us et coutumes. Ce qui m'amène à avoir une pensée pour quelques chefs traditionnels qui sont les fidèles téléspectateurs de cette revue des grandes unes. Je pense à Sa Majesté ils sont nombreux de toute façon. Les chefs je pense à Mumbe Focho David qui régulièrement sont des fidèles. Oui, ils sont fidèles. De toute façon, ils sont nombreux. Donc attention aux chefs, restez où vous êtes et faites attention à la politique. On aura l'occasion de leur donner la possibilité, de toute façon, puisqu'ils sont les gardiens de la tradition. Qui restent là-bas. Non, qui ne restent pas là-bas. Ils sont partout. Qui gardent la tradition, tout simplement. Alors, dans la presse également, qui revient sur le sujet, parlant de la sortie de Monseigneur Samuel Kleda, qui veut éviter une crise post-électorale. On l'a entendu, on l'a suivi sous toutes les formes finalement. Il fait savoir qu'il se pose beaucoup de questions sur le score même qui a été annoncé dans le septentrion, notamment dans l'extrême nord. Et il constate que la vie est difficile de ce côté, mais comment est-ce qu'on peut avoir un score comme celui-là, notamment pour ce qui est du parti au pouvoir? Ça se pose des questions. Non, à mon humble avis, Monseigneur Kleda ne veut pas éviter qu'il y ait une crise électorale. Il est en train de retourner le couteau dans la plaie. Il est plutôt en train, son interview est plutôt pour fonction de chauffer la tête des Camerounais. Il ne peut pas, de sa position de prélat, de sa position de leader de conscience, dire que non, ces élections-là, vraiment, il y a eu tellement de fausseté que vraiment, ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas voté dans le sud-ouest. On aurait dû annuler, on aurait dû écouter, comme si on n'a pas écouté les doléances du SDF, par exemple, devant le Conseil constitutionnel. Mais là où on sent qu'il veut vraiment jouer les iconoclastes, il dit qu'à l'extrême nord, il est impossible que le ADPC a pu faire un tel score alors que les gens sont là dans la misère, qui sont enrôlés par Boko Haram. Je ne pense pas que le rôle du prélat est de revenir ou de s'immiscer complètement dans la politique comme il est en train de le faire. Bon, je comprends qu'il veut certainement aller sur le sillage de Monseigneur Toumi. Est-ce qu'il ne le dit pas en fonction de ce qu'il constate? Non, il n'a pas à le dire. Moi, je ne pense pas que ce soit son rôle. Son rôle, ce n'est pas de dire que c'était que... D'ailleurs, il n'a aucune preuve lui-même. Il n'est pas descendu sur le terrain, il n'a pas envoyé des observateurs. Il s'en tient à ce qui se dit dans les radios et aux récriminations des candidats qui ont peu ou prou raison. Mais moi, je pense que son rôle, à lui, en tenant ce discours dans une conférence de presse, ce n'est pas pour éviter des violences passées. C'est plutôt pour dire que, si lui-même le dit, ça veut dire que lui aussi, il est d'accord. Lui qui est l'homme de Dieu. Moi, je pense que ce n'est pas son rôle. Ça, c'est mon avis. Son rôle à lui, c'est plutôt de calmer les esprits et dire que oui, ces élections, beaucoup de gens estiment qu'il y a eu des irrégularités. On a tous suivi le contentieux post-électoral. On a vu les exceptions et les récriminations émises par les candidats malheureux, mais ça a donné au moins l'occasion à la jeunesse camerounaise qui s'était un peu éloignée de la politique de comprendre comment ça se passe, mais pas de revenir, de ressasser et de remuer le couteau dans la plaie. Moi, je ne pense pas. Il parle de paix quand même avec ce titre de la nouvelle expression. Non, c'est le titre qui parle. Il veut éviter la crise post-électorale. C'est un titre quand même qui tient. Et qui tient magistralement, et je salue la nouvelle expression d'avoir donné la parole à Monseigneur Kleda. Je pense qu'il ne faut pas, contrairement à ce que le doyen essaie de faire, de banaliser les propos de Monseigneur Kleda qui, selon lui, se fie essentiellement de ce qu'il a suivi dans les radios et dans les télévisions. Non, il faut faire attention. Moi qui étais socialisé dans le moule, dans un moule totalement catholique, je peux vous dire qu'il y a des endroits dans ce pays où vous n'avez pas d'école, mais vous avez une église catholique qui est présente. Donc l'église catholique est une des officines les plus représentées. Ils ont des relais qui les permettent d'avoir ce nombre d'informations. Donc, il n'a pas forcément besoin de télé ou de radio pour savoir ce qui se passe. Donc, à ce niveau, il faut faire un peu attention quand Monseigneur Kleda monte au créneau pour dire ce genre de choses. J'ai commencé, il ne vous a pas échappé que j'ai commencé par rappeler
aux chefs de rester chez eux. On a failli assister il y a quelques jours à une véritable crise dans la région de l'Ouest où les jeunes, par exemple, je parlais de Baham tout à l'heure, sont descendus pour aller mettre le feu à la chefferie parce que le chef Baham a donné des instructions de voter le RDPC, la population n'était pas d'accord. Donc il y a des crises post-électorales comme celle-là qu'il faut gérer. Donc ce n'est pas un propos banal. Et des exemples comme cela peuvent se multiplier dans l'ensemble du territoire. Et donc il est de bon ton que l'Église, qui est dans son rôle d'apaisement, appelle les gens à un peu plus de calme et de sérénité parce que personne n'a intérêt à ce que ce pays s'embrasse. Et pire encore, si vous avez suivi ces dernières 48 heures comme moi, le MRC n'entend pas s'arrêter après l'accroissement des résultats. Donc il se murmure qu'ils aient envie d'aller plus loin que ça pour revendiquer cette victoire, contrairement au SDF de 92. Donc il y a des relents de contestation comme ceux-là qui peuvent qui peuvent être la conséquence d'un désastre. Et donc, il est de manière naturelle que j'allais dire que l'Église monte au créneau pour refroidir les ardeurs. C'est de son rôle et c'est de bon ton. J'en venais justement à rappeler en fait à Camille que l'Église a quand même des observateurs. On parle de justice et paix qui doit également rendre compte, je voudrais dire son rapport, qui est également attendu par la conférence épiscopale pour faire une sortie officielle ou un peu plus grandiose que ce qui a été fait par le prélat hier. Ces observateurs ont été dans tous les bureaux de vote de Grand Nord, dont Monseigneur Clédapart lui dit pas de la misère des gens et des jeunes qui sont embrigadés par Boko Haram. Non, moi je pense qu'il ne faut pas... Vous le révélez très souvent, vous qui faites je fais souvent cette ligne. Non. Vous vous rappelez quand même que les routes ne sont pas bonnes. Elles ne sont il y pas a bonnes. quand même des problèmes là-bas. Il y a des problèmes de l'Église est présent où l'État est absent. Il y a des problèmes. L'Église est présent où l'État est absent, très souvent. Non, écoutez, moi je pense que le discours de Monseigneur Clédapart est un discours réducteur, c'est un discours d'apaisement. Non, il n'apaise pas. Il n'apaise pas en disant que, écoutez, le RDPC ne peut pas avoir gagné. Il ne peut pas prendre position. Il n'a pas à prendre position. Il a plutôt à dire aux gens que ce qui s'est passé, les partis politiques disent qu'il y a ceci, il y a ceci. Les observateurs disent qu'il y a ceci. Moi, je pense qu'il faut que les gens se calment et s'organisent mieux pour d'autres élections. Il n'a pas à revenir là-dessus et à ressasser les mêmes choses. Moi, je pense que ce n'est pas son rôle, lui, qui est là au service de Dieu. Lui, il est en train de s'intéresser aux affaires de César. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Je dis que... Non, pas se taire. Il devrait même d'ailleurs parler même sur sa chair et dire aux gens qu'écoutez, des élections qui vont se passer. Il y a même des gens qui ont dans l'idée et dans la tête de pouvoir faire des revendications violentes. Or, un pays avec les problèmes que nous avons, si aujourd'hui il y a de la violence dans les rues pour revendiquer ce que les gens peuvent considérer comme une victoire, vraiment, ce ne sera pas pour construire le pays. Moi, je pense que son discours, c'est de dire... un discours... Non, je suis désolé. On est en train de dire, on est en train de donner son point de vue en parlant des résultats, en parlant des combines, en parlant des problèmes qui font que le RDPC ne peut pas avoir tel score. C'est-à-dire qu'il prend position contre le RDPC et contre le chef de l'État. Il fait un constat. Non. Monseigneur Cléda commente les faits. Il les chiffre tout simplement. Il ne les invente pas. Il est totalement surréaliste et je suis d'accord avec lui de penser que dans une région où les gens étaient tirés chez eux, le sud-ouest, le RDPC a 81% de voix et dans le nord, 67%. Donc, il s'insurge contre ces faits. Vous avez suivi comment le témoignage de l'ancien bâtonnier du SDF, l'ancien bâtonnier qui était le premier à prendre la parole au nom du SDF, qui dit, voilà, Maître Sama, qui disait qu'il n'a pas pu sortir chez lui pour aller voter. Lui qui bénéficie d'un certain nombre de privilèges que les simples citoyens n'ont pas. Donc les populations ont été interdites de vote chez eux. Donc il n'est pas possible que dans ce climat comme celui-là, et des cas comme cela sont légion, les gens n'ont pas pu aller exprimer leur vote. Et donc il estime, Monseigneur Cléda, il a raison, que le SDF aurait dû être écouté. Au moins pour ce recours-là. Ce n'est pas son rôle. Non, c'est non. Alors, ce n'est pas son rôle. Non, il demande aux gens de se parler. Il commande des commentaires. De se parler, de s'écouter. Non, il n'a pas demandé. Mais s'écouter. qui disent aux gens De s'écouter. S'ils le disent sur sa chair, mais pas dans une conférence de presse où il doit prend un doigt. que la plupart de ces gens viennent après se confesser à l'église. Hein. Et donc, les prêtres croient beaucoup de choses. Il faut à la confession. Il faut qu'ils les attendent de confession. À la confession. Qu'ils les attendent de confession. Parlez-vous, écoutez-vous. Vous savez bien que vous parlez de la vision au passé. Voilà. Alors, c'est ce qu'il fait, je pense. Ça, c'est se confesser régulièrement. Ce n'est que mon avis, ce n'est que ma lecture. Moi, je pense qu'il n'est pas dans son rôle. Ici, il n'est pas au confessionnal. Il est entré, il prend posture, il prend position ouvertement.
C'est tout. C'est ce que j'ai dit. Il rappelle ce qui peut pousser un embrasement. Et il dit, bon, écoutez, voilà ce qu'il faut faire. Tous les éléments se semblent réunis pour qu'il y ait un embrasement. Simplement, Camille. Donc, ça, en page 8, l'article et le titre de la nouvelle expression, vous l'avez dit, donc une crise qu'il faut éviter. Qui veut éviter une crise post-électorale. Donc, c'est une manière pour lui de contribuer au retour à la paix et à l'apaisement, à travers notamment... Il ne veut pas commencer, tout mais c'était inscrit dans la même dynamique. Quand il organise sa fameuse rencontre dans le sud-ouest, dans la même logique où il fallait que les gens se parlent et s'écoutent. Donc l'Église, il s'inscrit dans la même dynamique de l'Église pour ramener les gens à plus de paix et de sérénité. Très bien. Alors, donc, l'article est contenu en page 8 du journal La Nouvelle Expression, le même journal qui parle de remaniement avec des membres du gouvernement qui reviennent également sur le fait, qui sont en ballottage. À la suite notamment de ce qui s'est passé le 7 octobre dernier, on a vu, seulement aujourd'hui, ce sera en fonction du travail effectué par tout un chacun dans sa localité. Non, moi, les gens, évidemment, tout le monde est en train de spéculer sur le prochain gouvernement qui va fatalement arriver. Mais pour terminer, en fait, je n'avais pas terminé sur le oui, nous allons revenir. Alors, je disais donc... ce que vous voulez dire. Je disais donc... il est curieux que les gens estiment que les ministres pourraient être reconduits ou virés de leur poste à cause des résultats qu'ils n'ont pas pu obtenir sur leurs fiefs respectifs. Moi, je pense que c'est une absurdité que de transformer les ministres en militants de partis politiques. On a vu le ministre d'État, Laurent Esso, ici, qui est le coordinateur des activités du RDPC dans le littoral, et le littoral a perdu lamentablement devant le MRC. Mais souvent, il ne faut pas globaliser cette défaite, cette déconfiture du RDPC. Parce qu'on a vu, par exemple, à Douala, dans le Vouri, parce qu'au-delà du mauvais résultat du RDPC dans le littoral, mais dans le Vouri, on a vu, par exemple, Douala Premier, où il y avait des élus, comme Thomas Tobo-Youm, Albert Docolin, Samadokara, Douala... Dans le foot également, le RDPC. Oui, mais moi je parle du moi je suis en train de parler du littoral et du littoral, même pour Denise à Nouvelle. Les membres du gouvernement sont partout. Non, les élus, on a vu les élus faire leur boulot. Un membre du gouvernement qui a fait son boulot, c'est par exemple Galibi Béda dans le Sénégal maritime. Mais seulement, on ne peut pas dire qu'on doit compter sur les élites pour obtenir des résultats sur le terrain. Non, moi je pense que le ministre n'est pas un militant à descendre sur le terrain. C'est les élus qui doivent faire ce boulot-là. Donc moi je pense que quand on dit qu'il y a des ministres qui devront être virés, moi, il serait plutôt de bon ton de voir tous ces ministres qui sont au gouvernement depuis 15 ans, 14 ans, qui ne font rien du tout, qui ne font que détourner de l'argent, présenter des projets foireux et ronronner chaque fois que le chef de l'État, chaque fois qu'il y a élection. Moi, je pense que le chef de l'État devrait revoir son entourage, ses ministres, regarder ceux qui sont proactifs, mais maintenant changer même le paysage de son gouvernement. Donc, ce ne doit pas être en fonction des résultats obtenus. S'il fallait le faire, donc tous les ministres du centre et du sud devraient être reconduits. Et c'est ce qui doit être fait. Mais seulement, malheureusement, parmi eux, il y en a qui traînent d'assourdissantes casseroles. Il faut arriver à ce niveau-là. Oui, non, absolument. Je pense qu'il y a un élément de contexte important qui échappe aux douaniers. Souvenez-vous que cette élection présidentielle intervient juste avant une échéance capitale, c'est-à-dire les municipales et les législatives. Donc à partir de ce moment, il va falloir battre les troupes et chacun utilise les armes en sa position. Et vous allez assister comme moi à un vrai mercato politique, des gens qui vont quitter d'un autre. D'ailleurs, l'USD a commencé à annoncer les couleurs, etc. Donc ça va se jouer comme ça. Et au sein du gouvernement, des membres du gouvernement qui n'ont pas réussi à démontrer auprès de leurs créateurs, qui sont ceux sur qui il peut compter, évidemment, vont être mis de côté. Parce que la vérité, ça va se jouer très serré pendant les municipales et les législatives. Et donc, il est de manière naturelle que le gouvernement ait besoin d'avoir des hommes de terrain qu'il faut retourner à la base, qui peuvent retourner à la base et mobiliser les foules et gagner les élections. C'est vrai que les élus, à partir de ce moment, il y aura un véritable chamboulement. Bon, évidemment, on ne va pas citer les mauvais et les bons élèves de classe, mais on a bien vu qu'il y a ceux qui ont bien travaillé, il y a ceux qui ont mal travaillé, il y a ceux qui ont perdu chez eux dans leur propre localité. Donc ceux-là, lors du prochain remaniement, vont perdre. D'ailleurs, ils ont commencé à perdre le sommeil. Et donc, il y a un vrai retour. Parce qu'il faut maintenant aller. Parce que l'élection législative municipale est plus complexe que l'élection présidentielle. Ça va se jouer au corps à corps. Donc les gens devront... Parce qu'il y en a qui trichent pendant l'élection présidentielle. Pendant les législatives, il faut mouiller le maillot de manière
sérieuse. Individuellement, il faut mouiller le maillot. Il n'y a plus d'effet de masse et de foule où les gens se cachent derrière les autres. Très bien. À partir du moment où il y a des gens qui peuvent mobiliser et haranguer les gens et faire les membres du faire gouvernement, donc en C'est pour ça qu'on faire comprend que les membres du journal. gouvernement ne sont pas faits pour être... Mais pour l'instant, c'est comme ça, doyen. Ah bon, pour l'instant, c'est comme ça. Donc ils devront ceux chez qui il y a eu des bons résultats doivent être maintenus. Pour l'instant, c'est comme Doivent être ça. maintenus, Pour l'instant, c'est comme même ça. si ce sont des cancres. Ça peut vous donner la bile, mais pour l'instant, c'est comme ça. Kabinele, vous savez quand même qu'il y a des membres du gouvernement qui ont été nommés parce que sur le plan politique, ils ont prouvé qu'ils peuvent faire quelque chose. Combien? Même s'ils sont deux. Bon, Ils sont ok. quand même nommés pour ça. Ok. Très bien. Alors donc, dans la nouvelle expression également ce matin, on a parlé, on aurait dû évoquer avant de revenir sur le ministre, en tout cas les membres du gouvernement qui sont en ballottage. Il y a un acteur politique, un autre, qui serait, donc, il fait savoir qu'il serait suicidaire, qu'une crise post-électorale s'ajoute aux crises actuelles. Justement, c'est dans le même sillage que Samuel Kleda qui veut la paix, qui évite justement les crises post-électorales. Il s'agit d'Anselme Kemba. Ce n'est pas dans le même siège. Le sénateur Anselme Kemba a dit clairement et de façon explicite qu'une crise post-électorale serait suicidaire avec tout ce que le Cameroun a. Il le dit. Il dit. Et c'est ce que... Mais C'est exactement ce que mon cher il m'a dit. Écoutez, si vous lisez entre les lignes de ce que mon cher Cléda dit, lui, il a dit en écrivant nettement qu'une crise post-électorale serait suicidaire pour le Cameroun. Moi, je pense que voilà un élu qui connaît la réalité du terrain. Si on le dit, et si pour le dire, il faut être élu. Je dis, ce ne sont pas les mots. Vous savez, la phraséologie est différente. Si vous voulez dire qu'il dit implicitement, lui, il le dit explicitement. Il dit qu'une crise post-électorale serait une mauvaise chose. Et il a raison. Et il fait partie des personnes qui se disent aussi au Cameroun aujourd'hui, en plus de la crise électorale, en plus des problèmes qui se passent du côté de la frontière avec le Nigeria, en plus de la misère ambiante, et en plus des problèmes économiques, si aujourd'hui les jeunes devaient descendre dans la rue et commencer à tout casser, il le dit, et moi je pense qu'il est dans son rôle, et c'est une très bonne chose. On devrait lever le chapeau au sénateur Kemba, qui le dit. Est-ce que l'enseignant Samuel Kleda a dit le contraire? Je dis que si vous estimez qu'il l'a dit en des mots bien habillés, lui il ne prend pas, il ne revient pas sur les chiffres et sur tous les contentieux et tous les reproches qui ont été déroulés devant le Conseil constitutionnel. Il parle à la jeunesse. Il dit que ce n'est pas bon, que l'élection est passée, on passe à autre chose, et que les jeunes devraient maintenant, que cette élection a donné la possibilité aux jeunes de retrouver un engouement nouveau pour la politique. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils s'inscrivent et se positionnent pour les prochaines échéances. Et lui, il a raison. Il y a eu 2 ou 3, 4 jeunes qui sont intéressés à la présidentielle. Guyavé, c'est la même logique. Non, il faut dire que dans les sciences de l'information et de la communication, on nous enseigne que le message, c'est également le médium. Et rappeler que M. Anselva, qui parle, est sénateur RDPC suppléant. Et donc, il peut avoir un discours qui du point de vue du doyen, n'est pas exactement le même que celui du monsieur Kleda. Mais ça peut arriver quand on lit les choses avec des œillères, comme essaie de faire le doyen. Et ça peut arriver qu'on fasse ce type de confusion. Qu'on fasse ce type de confusion, même si dans le fond, l'objectif visé est le même. Mais chacun utilise les mots, chacun utilise son vocabulaire. Non, il faut simplement rappeler que ce que le sénateur suppléant de RDPC dit, c'est ce que nous disons tous. C'est-à-dire qu'une crise post-électorale serait suicidaire. On sort d'une crise. D'ailleurs, on n'allait pas sortir la crise anglophone. Aujourd'hui, nous crée suffisamment de mal. Boko Haram, on n'en est pas totalement sorti. On est à quelques mois d'une canne historique qu'on souhaiterait organiser. Donc, une crise post-électorale nous ferait plus de mal qu'autre chose. Et donc, à partir de ce moment-là, on est tout à fait d'accord que. Et Monseigneur Toumi avait longtemps pris les initiatives il y a plusieurs mois de cela. Et Monseigneur qui l'a s'inscrit dans la même dynamique pour rappeler aux gens de se regarder en face, de se parler et d'éviter ce type d'embrassement. Et le discours du sénateur du RDPC s'inscrit dans la même logique, c'est-à-dire appeler les gens au calme et à l'apaisement, parce qu'il n'est pas de bon ton. Parce que j'entends depuis quelques jours des gens commencer à surnommer le professeur Maurice Kamto Jean Pink. Bon, j'imagine qu'il est encore en train de chercher
les moyens de sa politique. Mais il faut dire qu'on n'en a pas besoin ici, parce que toutes les voix semblent concordantes pour dire que arriver jusque-là serait de nature à provoquer un chaos qui n'est pas profitable pour la masse des Camerounais que nous sommes. Et donc, tous les discours, quelque part, se rejoignent dans le fond, même si la forme peut être un peu contrariée. Donc, évitons seulement de lire les choses avec des œillères. Non, vous me dites que je lis les choses avec des... Vous les lisez avec des verbes déformants. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on se mette d'accord. Vous lisez ce que vous lisez. Moi, je pense que je ne lis pas avec des œillères. Si vous le dites, moi, je pense que vous lisez aussi les choses avec des verbes déformants. C'est-à-dire pour vous, vous rapetissez ce que vous voulez, ou vous grossissez ce que vous voulez. Moi, je pense que le rôle de Monseigneur Cléda, ce n'est pas de faire de la politique, mais c'est d'apaiser les gens. C'est ce qu'il dit. Le discours qu'il a tenu dans une conférence de presse, je suis désolé, il n'est pas pour apaiser les gens. Parce que quand il revient... C'est un homme de Dieu. Oui, mais un homme de Dieu, justement. Il ne devrait même pas constater. Le constat a déjà été fait. Il devrait dire aux gens, pardon, ne brûlez pas ce pays. Continuez. Donc, là, tout n'est pas dans ce rôle d'organiser la conférence. Ne confondons pas. Toumi n'est pas dans son rôle. Toumi n'est pas Cléda. Cléda n'est pas Toumi. Même si Cléda veut faire comme des religieux, ils sont les religieux tous. S'il vous plaît, nous allons évoluer. Alors, les lecteurs vont lire ce que la presse a fait leur propre religion. Justement, donc, tous ces sujets sont dans la nouvelle expression de ce matin. Alors, Mutation pose une question. Que fera-t-il de son mandat, parlant notamment de Paul Biya, de son septennat? Non, moi, j'aime déjà que les deux grands chantiers, en mon sens, et de manière... La question oui, bien sûr, parce que nous avons les attentes. Nous autres, même si qu'on l'ait élu ou pas, nous avons les attentes vis-à-vis de l'actuel chef d'État. Et tout être normalement constitué devrait le remarquer. C'est-à-dire qu'il y a deux chantiers phares qui attendent le président de la République. On l'a presque pas entendu sur la crise anglophone, mais on espère qu'au lendemain de sa prestation de serment, il va rapidement s'attaquer à cette crise-là pour trouver une solution telle que nous le souhaitons tous, et peut-être permettre enfin à Monseigneur Toumi d'organiser sa fameuse conférence pour que les gens se parlent et s'écoutent. L'autre chantier qui semble imminent, c'est de nous organiser une CAN, parce que la dernière CAN date quand même de 72. Nous autres qui n'avons pas vu cette CAN, parce qu'on n'était pas encore nés, on aimerait quand même aussi, nous autres, assister à une CAN de qualité. On ne veut pas une CAN au rabais. Donc, il devra aussi rapidement s'attaquer à ce chantier-là. Et vous voyez que les deux éléments sont liés. Et rassurer les bailleurs de fonds des partenaires, notamment la CAF, que la CAN pourra se jouer même dans les régions anglophones. N'oubliez pas qu'on est un star d'Alimbe. Donc, de ce point de vue, ça va bon, il y a un troisième chantier qui est subsidiaire, c'est le remaniement ministériel, dont le corollaire sera l'élection municipale et législative. Donc, ce seront les trois grands leviers sur lesquels le chef de l'État devra rapidement s'appuyer pour se mettre au travail et s'entourer d'une équipe qui permettra d'atteindre ses objectifs. Est-ce que le type de mutation aujourd'hui renseigne? C'est une question. Moi, j'avais posé une question. Que fera-t-il de son mandat? J'ai posé une question le lendemain du verdict du Conseil constitutionnel. Que fera-t-il de sa victoire? Que va-t-il faire de sa victoire? Il peut pas la transition aussi, on peut le dire. Oh, transition, pas transition, il va partir un jour. Le problème n'est même pas lui. Il partira même peut-être plus tôt que... C'est ce qu'on dit. Le problème n'est pas à ce niveau. Moi, je pense que la CAN n'est pas une priorité pour le Cameroun. La CAN n'est pas une priorité. La CAN, vous savez que le football a été servi dans ce pays pendant trop longtemps comme une sorte d'opium qui a endormi les gens et qui a permis les gens... Il s'agit du respect de la parole donnée. Et qui a fait... Il s'agit du respect de la parole donnée, pas de priorité. Non, qui a fait que les gens... Donc, il a promis de le faire. Il a promis, mais s'il ne peut pas le faire, il a promis, depuis 4 ans qu'on a donné cette coupe, l'organisation de cette coupe au Cameroun, les travaux n'ont pas avancé. Non, moi je voulais dire qu'on ne peut pas mettre comme priorité pour le président le remaniement et l'organisation de la CAN. Non, moi je pense qu'il a beaucoup d'autres choses, beaucoup plus importantes à faire. Regarder les Camerounais, remobiliser les Camerounais, rassurer les Camerounais, leur dire pourquoi maintenant il veut faire les choses. Et maintenant, définir de façon explicite ces fameuses opportunités, parce qu'il nous avait parlé d'ambition. Il nous avait parlé d'ambition et de réalisation. Bon, maintenant, il nous parle d'opportunités, qui définissent un peu ces opportunités, qui disent comment ces opportunités vont changer le quotidien des Camerounais. Ils vont mettre... Rien ne peut se faire dans la guerre, rien. Les Camerounais... Oui, mais... Rien ne peut se faire tant que le pays est divisé, rien. Nous disons rien ne peut se faire. Nous disons que depuis le début, il n'a pas, lui, fait beaucoup d'efforts pour apaiser la crise anglophone. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Il est acculé à le faire. Le pays ne peut pas
fonctionner comme ça. Qu'il explique. C'est pour ça que je suis en train de dire que, pour moi, le football n'est pas une priorité. Il y a des choses intérieures qui sont beaucoup plus pressantes et beaucoup plus importantes que le football qui est une sorte de jeu de cirque pour amuser les gens. Mais en réalité, il y a des problèmes. Prioritairement, ça peut être quoi? Mais prioritairement, la restructuration du tissu économique. Trouver du travail. À mener les investisseurs à venir au Cameroun et dans ce climat créer des non mais écoutez, le Cameroun n'est pas en guerre. Ne soyez pas maniaques. Le Chicago a donné les chiffres qui font froid dans le dos. Le manque à gagner la crise anglophone. Non mais la crise anglophone les chiffres du Chicago font froid dans le dos. A un impact sur l'activité économique. Mais seulement moi je dis que ce n'est pas tout le pays qui est en guerre. Le jeune qui a Douala qui cherche du travail, il n'est pas en guerre. Il vit la crise et puisqu'il a trois cousins chez lui, mais c'est de ça que je parle. Chez lui qui sont venus habiter chez lui. Je dis la crise. Je dis donc lui, il a trois neveux qui sont venus habiter chez lui. Il vit la crise. A le devoir. Il vit la crise. De voir tout ce qui lie, tous les éléments liés qui font que le Cameroun aille mal. Moi, je pense que c'est les priorités. Il faut qu'il se mette au travail, qu'il appelle des gens compétents autour de lui pour dire que, bon, mais écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que lui, il n'a pas la science infuse. Il ne pense pas tout seul. Il faut des gens autour de lui qui sont suffisamment inventifs pour lui permettre de mieux conduire le Cameroun. Mais ce n'est pas le football. Les jeunes qui à Douala a depuis un an reçu 3 neveux qui viennent du sud-est et du nord-ouest. Donc il vit la crise dans sa chair. Il n'en est pas éloigné. D'une manière ou d'une autre. Et lui-même ne travaille pas. D'une manière ou d'une autre. Tous les Camerounais vivent cette crise. Tout le monde vit cette crise. Il faut commencer par là, en tout cas pour évoluer et avoir le tissu économique de qualité. Absolument, sans ça on ne peut rien faire. Alors, donc c'est un chantier important. Mutation de ce matin. Donc que fera-t-il de son mandat? C'est la question. Son septennat 2018-2025. C'est dans le journal en ce moment, dans le journal ce matin, Mutation. Le quotidien Le Jour parle donc du Social Democratic Front avec une question également. Le SDF peut-il se relever? Guerre. Non, disons que c'est très embêtant de parler de ce parti solidaire historique de l'opposition. Donc c'est très douloureux d'observer un diffritement, un éclatement de ce parti-là. On est très mal parce que j'ai le sentiment que le SDF n'a pas pris toute la mesure j'allais dire, de l'adversaire qui était en face et ne s'est pas donné suffisamment de moyens pour affronter cette élection présidentielle. Aujourd'hui, ils ont fait 4e. Les deux partis, le deuxième et le troisième, sont des partis tout jeunes, tout naissants, qui n'ont pas autant d'années que le LGF, c'est 3 décennies à peu près. Et donc le MRC, l'univers qui sont passés devant, c'est une grosse claque. Et c'est douloureux d'en parler parce que voyez-vous, il faut repenser le SDF et encore aujourd'hui, vous avez dû observer comme moi les sons de cloche dissonants qu'on commence à observer dans le parti entre Jean-Michel Nietzsche, le coordinateur du parti. J'ai suivi encore quelques jours la démission d'un député du SDF qui a publiquement déclaré qu'il rejoignait le MRC. Je pense que ça va être encore davantage difficile. Il y a le NEC qui est annoncé dans quelques jours. Il y a des sanctions qui vont être prises à l'endroit de quelques cadres du parti. On a bien vu le parti divisé depuis le lancement de cette campagne, bien avant la campagne électorale. Alors, donc, le jour a bien fait de poser la question. Il y en a qui j'allais dire, bon, je ne sais pas si d'ici nous par le mur, mais qui de plus en plus parlent d'une nupécisation du SDF. Tous les éléments semblent réunis pour que on en arrive là. Attendons les décisions qui sortiront du NEC qui est annoncé dans quelques jours. Peut-être que on va trouver un climat d'accalmie. Mais le fait que les parents, les cadres du parti s'affrontent comme ça à ciel ouvert, je pense par exemple le meeting du SDF qui avait été annoncé par Jean-Michel Nietzsche, qui a été, et quelques jours après, un autre communiqué du coordinateur du SDF a été publié pour se désolidariser de Jean-Michel Nietzsche en disant qu'il n'engage que lui avec des missions qu'on a vu ça. Et là, vous avez vu la lettre un courrier des ressortissants du SDF de l'Allemagne qui demandait la démission, etc. Donc, tu veux dire qu'il
des éléments comme ceux-là qui craignent qu'on en arrive à une nupécisation du SDF. Ce serait pas bon pour la vitalité démocratique du La question du quotidien du Cameroun. jour, on veut savoir, en tout cas, c'est certainement de savoir si aujourd'hui la position du SDF actuel peut être redressée, c'est-à-dire puisque le SDF est presque couché. Quelle position? Ça veut dire que quand quelqu'un tombe, il doit se relever. Bon, moi, je pense que non, je ne vois pas la question. Ma réponse, pour moi, n'est pas aussi compliquée que cela. Je pense que le SDF vient de subir un premier revers, son premier revers électoral. Ce n'est pas parce qu'il a été battu qu'il ne peut pas faire des résultats dans les législatives et dans les municipales qui arrivent. Le SDF avait bien été candidat à la présidence de la République, mais ça n'a pas empêché qu'il ait des députés à l'Assemblée nationale et des maires partout à travers les communes. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Mais sauf qu'à l'époque, le SDF perdait les élections, mais restait deuxième. Oui, mais tout semble différent. Il demeure toujours deuxième à l'Assemblée nationale. En attendant les prochaines. En attendant les prochaines, c'est pour ça que moi je dis qu'il ne faut pas enterrer le SDF. Le SDF, c'est un parti qui a subi son premier revers électoral, mais ça ne veut pas dire qu'il est fini. Donc moi, je pense qu'on peut se demander comment il va faire pour qu'il reprenne sa place. Mais moi, il ne faut pas lire à travers les démissions d'un député qui quitte le SDF pour aller dans le MRC. Moi, il y en a encore un autre hier qui a quitté le SDF pour aller dans le RDPC. C'est le député Edimon de Bonabéry. Ben, moi, je dis qu'il ne faut pas voir les choses sous ce prisme assez réducteur. Le SDF est un grand parti qui vient de subir un revers électoral dans une compétition elle-même qui était déjà compliquée. Moi, je pense que ce parti-là, il faut arrêter de spéculer, il faut arrêter d'estimer qu'il va s'éclater, il va finir. Non, je pense qu'il a encore la capacité, comme l'a écrit le ministre du chef au cabinet, M. Wafo, peut dire que le SDF a subi un revers, mais le SDF est toujours là, il va toujours se battre. Moi, je pense qu'on ne doit pas enterrer un parti qui vient de subir un revers, que ce n'est qu'un revers. Alors, moi, je pense que c'est le meilleur qui est à venir. Non, il faut dire que le SDF est un grand parti, historique, on le dit vraiment, personne ne dira le contraire ici. Il faut d'ailleurs saluer, vous parlez de Jean-Robert Wafo, il faut d'ailleurs saluer celui qui a été le premier à relayer cette information, la démarche de Jean-Michel Nitieux qui parlait d'une tournée de réarmement moral dans la zone du littoral pour remobiliser les troupes. Et donc ce type d'initiative devait être multiplié. Le SDF peut et doit se relever et conquérir les législatives municipales pour nous l'espérons, j'allais dire maintenir sinon le député il a trébuché. C'est important, ça permet au parti de se remettre en question et de pouvoir prendre des bonnes résolutions et rebondir où il faut. Merci à vous chers messieurs, bon retour à vos différentes rédactions également. Alors les lecteurs vont lire ce que la presse propose de ce matin. Demain, ce sera la dernière de la semaine. Je veux dire, la revue des grandes unes. Bonne journée.